J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Un, deux, trois. Ouais, oh là là, belle synchronisation. Incroyable. Très heureux de pouvoir t'accueillir dans Alors c'est quoi ton histoire et de pouvoir justement nous intéresser à ta réalité, à ton histoire. Au final, l'invisible aujourd'hui, c'est pas un manque, mais ça donne un espace plein de choses à explorer, plein de nouvelles choses à découvrir. Et on va justement peut-être parler de ces paramètres-là avec toi, Mayer. Eh ben, écoute, déjà, je te remercie de m'avoir pris pour savoir c'était quoi mon histoire, parce que je trouve que c'est très important que les gens connaissent un petit peu l'histoire et l'environnement dans lequel je vis depuis mon enfance. Ouais. Donc pour commencer, c'est ton prénom. C'est Maher. Maher. Ton âge. 37 ans. Ta profession. Alors là, je viens de créer une société, donc je suis entrepreneur. D'accord. Et t'es entrepreneur en quoi? C'est quoi cette société? Je viens de créer en fait une application sur l'App Store et le Play Store disponible pour géolocaliser en temps réel les food trucks. Et de pouvoir permettre à l'utilisateur sur la V2 de pouvoir faire du click and collect, etc. J'ai une question pour toi, c'est que représente l'autonomie pour toi ou l'indépendance? Et l'indépendance? Ouais, là, il y en a trois. Ouais. L'autonomie, l'indépendance ou l'indépendance, tu vois. Ouais. Ok. Je dirais l'indépendance. Parce que être indépendant, c'est être autonome, pour moi, dans ma vie. Donc, ne pas dépendre de quelqu'un, c'est être autonome. Ouais. En sachant que nous, on a beaucoup besoin de personnes pour nous diriger, etc. Donc, prendre des outils technologiques qui feraient que on n'est plus dépendant de quelqu'un, c'est être autonome. Ouais. Donc, et aujourd'hui, tu préfères rester dans un silence ou dans un bruit qui t'entoure? Waouh. Je dirais plus dans un bruit qui m'entoure. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le silence, lorsqu'on ferme les yeux, en règle générale, ça nous apaise que quelques secondes et ensuite, ça nous procure comme une peur, comme une anxiété. Une anxiété. Alors que le bruit, ça rassure d'un côté. D'accord. Ouais, je trouve que pour moi, ça rassure. Et quand tu parles avec quelqu'un, par exemple, est-ce que tu préfères... Donc, peut-être que la réponse, elle est dans ce que tu as dit précédemment aussi, mais tu préfères que la personne te réponde constamment, assez régulièrement à ce que tu es en train de dire, ou plutôt que la personne se taise, ou si la personne se tait pendant que tu parles, c'est quelque chose qui te procure justement un sentiment qui est différent? En fait, je préfère que la personne parle, parce que si elle parle doucement ou qu'elle se tait, parce que je suis aussi sourd d'une oreille, donc au final, je vais pas forcément entendre tout ce qu'elle va me dire. Donc, Et puis, toi, tu vas pas savoir si elle t'écoute vraiment. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on est totalement transparent. Tu sais, j'ai eu des cas où il y a des gens devant moi, ils te disent bonjour, et après ils se taisent. Ah ouais. Et là, à ce moment-là, je sais pas si la personne elle est partie ou si elle est encore devant moi, tu vois. Donc c'est préférable quand même qu'il y ait une discussion. Qu'il y ait une discussion. Et ou que tu dises librement que je pars là désormais. Je t'ai dit bonjour, mais je pars, tu vois. Ouais. Non, mais j'ai eu ce cas-là. Donc, Ah ouais. Demander de l'aide ou s'acharner à vouloir se débrouiller tout seul? Demander de l'aide. Oui. Demander de l'aide parce que je trouve qu'on me demande de l'aide ou que je demande de l'aide, c'est toujours enrichissant de transmettre quelque chose.
Donc pour moi, ça sera plus demander de l'aide. Ouais. Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un justement qui vient dans la rue, il m'est déjà arrivé de voir ça, une personne qui allait aider une personne malvoyante ou aveugle, et que cette personne-là, paniquée, avait une réaction un petit peu agressive, justement. Est-ce que tu as une explication liée à ça quand une personne est aveugle, malvoyante, et comment doit s'y prendre une autre personne en tout état de capacité, on va dire, qui souhaite aider justement la personne aveugle ou malvoyante? Alors avec cette question, si tu me le permets, je vais tout d'abord te répondre. Oui. Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle Bien vivre son handicap à Courbevoie, et on fait énormément de sensibilisation, et l'un de ces thèmes de ces sensibilisations, c'est exactement ce sujet-là. Comment aborder une personne en situation de handicap visuel, je dis bien, à l'extérieur pour l'aider à traverser, etc. C'est ce qu'on dit, nous, aux enfants, parce qu'on fait énormément de classes, on a fait le CM1, le CM2, etc. On leur dit, il faut d'abord aller vers cette personne et lui demander si elle a besoin d'une aide, avant même de la toucher. OK ? Et si cette personne a besoin de votre aide, bien évidemment, ensuite, vous l'attrapez par le bras ou vous lui demandez qu'elle vous tienne le bras. OK. Je comprends tout à fait en fait cette réaction de certaines personnes en situation de handicap visuel où, en fait, imagine tu ne vois pas et il y a quelqu'un qui vient t'attraper. Ouais. Ça fait peur. Tu vois ou pas ? Pour n'importe qui, hein, même une personne qui voit. Elle marche dans la rue, tu viens, tu l'attrapes par le bras, elle va te dire mais attendez monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Tu comprends ? Donc moi je trouve ça totalement normal que cette personne a cette réaction-là. Après, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les gens. Il faut leur faire comprendre que faut d'abord poser la question. Si la personne vous autorise à lui tenir ce soutien, et ben là, à ce moment-là, vous lui donnez votre bras. Et là, à ce moment-là, ça peut correctement se passer. Je voulais rebondir d'ailleurs sur une autre histoire que je voulais te raconter là, parce que tu viens de me la faire rappeler. Un jour, je devais aller à un événement de la BPI. Ok, c'était sur Saint-Lazare, boulevard Haussmann. Et j'étais à la gare Saint-Lazare. D'accord ? Et je cherchais l'ascenseur pour aller monter dans la rue en haut. Et là, à ce moment-là, il y a une dame qui se propose pour m'aider. Alors, je lui dis, ah oui, je veux bien, parce que c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu une fourmilière. Je voudrais bien que vous m'aidiez. Donc, elle me dit, comment je fais ? Donc, je lui demande, est-ce que je peux vous tenir le bras ? Elle me dit oui. Et là, à ce moment-là, elle me guide vers l'ascenseur. Et je sais pas comment t'expliquer, Durcia, mais je sentais une deuxième présence. Ah ouais ? Ouais. Une autre présence. Et je lui dis, mais madame, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous ? Elle me dit, oui, vous inquiétez pas. C'est mon mari. Ok. Bon, jusqu'à là, pour l'instant, ça va. Ok. Ouais. J'avance un petit peu, et là, elle se retourne, elle lui dit, c'est bon, t'en fais pas, c'est juste un handicapé que j'accompagne à l'ascenseur. Je lui dis, madame, vous êtes sûre, ça va ? Elle me dit, non, vous inquiétez pas, c'est juste mon mari, il est hyper jaloux. Ah ouais. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu sais, j'ai eu cette espèce de frisson, parce que s'il est vraiment hyper jaloux, voire maladif, il peut se passer quelque chose, même si je suis en situation de handicap. Donc là, je lui ai lâché le bras, je lui ai dit, madame, excusez-moi, ça vous dérangerait pas, juste là, c'est bon, c'est très bien, vous m'avez apporté une très très grande aide. En revanche, je vais juste continuer tout ça. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, il va rien faire. Je dis, non, c'est juste pour ma sécurité, je préfère en arrêter là. Ah ouais. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui fait flipper, quoi. Clairement. Justement, on va en parler là de cet état d'esprit dans lequel tu peux être, toi ou même d'autres personnes en état de handicap visuel. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous vous baladez dans la rue ? Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous abordez un environnement que vous connaissez pas, tu vois ? Ouais. C'est comme je le dis à beaucoup de monde, lorsqu'on sort de chez nous jusqu'à qu'on rentre chez nous, on risque notre vie. Clairement, hein. Parce que quelqu'un peut nous indiquer un mauvais trottoir, ou nous fait traverser pas correctement, une voiture peut malheureusement, il y a énormément de scénarios qui peuvent se passer.
Mais à part ça, on a quand même des outils informatiques qui est Google Maps, tu vois, on a ChatGPT maintenant. Donc on essaie de s'en sortir vraiment au mieux, malgré qu'on a quand même besoin d'une aide physique sur beaucoup d'aspects. Ouais. L'autre aujourd'hui, c'est quoi pour toi? L'autre? Ouais. L'autre. L'autre, qui est l'autre, pour moi, ça serait plus humain. Donc, ça serait, pour ma part à moi, ça serait de savoir qui est l'être humain qui est devant moi, qui est l'autre personne qui est en face de moi, qui est l'autre personne qui peut être mon associé ou ma compagne ou mes enfants. C'est ça pour moi. Ouais. Et comment alors tu arrives à jauger sans voir l'autre, que tu peux te fier à cet autre et que tu peux lui faire confiance, que tu peux entendre ou écouter ce que l'autre te dit, tu peux prendre ce que l'autre te tend de ses mains, etc. Alors, je pense que ça doit pas être le contenu de ton podcast, mais dis-nous tout. Mais en fait, moi j'ai mes amis qui m'appellent Daredevil, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand ils m'appellent comme ça veut dire que tu sais que ils savent que je ressens quelque chose, tu vois. C'est quelque chose qui est inexplicable. Il y en a beaucoup qui vont te dire c'est le sixième sens. Je sais pas trop si c'est ça, mais c'est vrai que chaque humain dégage une énergie. Ouais. Et cette énergie-là, qu'il le veuille ou non, le transmet. Que ça soit à travers sa chaleur corporelle, à travers ses pensées, à travers plein de choses. Je sais même pas si la science, d'ailleurs, soit l'a découvert, soit a décrit ce genre d'événement. Mais c'est vrai que on ressent énormément de choses. Et cette chose-là, vu qu'elle est transmise à nous, on l'interprète. Tu sais, c'est comme si c'était un espèce d'algorithme. Ouais. Et on arrive à l'interpréter bizarrement et je saurais pas comment te l'expliquer. Clairement. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça qu'on ressent. C'est comme par exemple quand une personne, elle va commencer aussi à parler et qu'elle va vouloir par exemple me tendre un papier. On le voit pas, le papier. Ouais. On ne voit pas sa main qui veut venir, tu vois. Mais on a ces données qui arrivent vers nous. Et on le sait qu'on doit tendre la main ou on sait qu'on doit prendre quelque chose, même si forcément dans l'espace on sait pas où il est. Tu vois. Et après la personne en face de nous s'adapte et nous le passe réellement dans nos mains parce qu'elle voit. Et justement, est-ce que il y a eu cette évolution-là? On va aussi sans doute en parler dans la prochaine étape du podcast, mais ces sensations énergiques, le fait de ressentir les choses, etc. Toi, on va aussi parler de l'évolution de ton handicap. Mais est-ce que tu as eu cette évolution-là aussi dans ces sensations? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une croissance au niveau de tes sensations? Ouais, clairement. Clairement, c'est... clairement, parce que en fait, au début, tu sais, quand tu as 15, 16 ans, t'es un petit peu dans l'adolescence, donc tu comprends pas forcément non plus tous tes sens. T'es encore dans l'apprentissage, etc. Donc, alors, je te dirais que je l'ai ressenti, par exemple, évoluer, ce sens-là. Je l'ai apprivoisé aussi. Ouais. Parce que c'est ce qu'il faut, si on veut comprendre énormément de choses sur l'humain. Alors, il a évolué, mais c'est vrai que les sentiments, si je reviens sur ta question, à l'époque, c'est pas les mêmes choses que maintenant. Ouais. Ça, c'est clair. Mais avoir des exemples concrets, je n'en ai pas. Ouais. À part comme tous les jeunes, on va parler de filles, tu vois, de la sexualité, etc. Mais voilà. Mais oui, ça a évolué et oui, ça... Si aujourd'hui, avec le recul que tu peux avoir et même l'handicap aujourd'hui que tu as, tu pouvais choisir quelque chose que tu pourrais abandonner, ça serait quoi parmi ceux-là? La parole, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, la motricité? Waouh. Tu sais, t'es dans une question
que j'ai posé il y a 2 jours à ma femme. Ah ouais. Ouais, parce qu'on parlait en fait de l'handicap. Et je lui ai dit, écoute, chérie, si demain tu serais à choisir entre handicapé en fauteuil roulant ou aveugle, tu choisirais quoi? Elle m'a répondu, en fauteuil roulant. Je lui ai dit, si tu devrais être sourde ou aveugle? Elle m'a dit sourde. Je lui ai dit, en fait, dans tous les cas que je t'ai posés, t'as toujours évité aveugle. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me répondre pourquoi? Parce que moi, je le sais pas, tu vois. Et elle m'a dit, parce que si je suis en fauteuil, je peux quand même continuer à travailler avec ma vue et conduire. Si je suis sourde aussi. Ouais. Et c'est de là où j'ai compris qu'en fait, l'handicap visuel est quand même un gros handicap. Ok, on va pas se le mentir. Après, les autres handicaps aussi sont des gros handicaps. Tu vois, mais ils sont pas perçus de la même manière par les gens qui n'ont aucun handicap. Tu vois, donc si moi tu me demandes à moi de choisir quel sens je pourrais enlever, ça serait peut-être le toucher. Ouais, enlever le sens du toucher. Ouais. Et tu t'es déjà dit, qu'est-ce que tu perdrais dans ce toucher que tu perdrais, justement, que tu aurais Mais plus. tout. Caresser les cheveux de ma fille, toucher de la matière. Ouais. Tu vois, c'est hyper important, en fait. Les gens, ils y pensent pas, mais c'est ouf de toucher la peau de quelqu'un. Ouais. Tu vois, de toucher les cheveux de ses enfants ou de sa maman, ou ne serait-ce que de toucher une table. C'est une sensation quand même, tu vois. Moi, je sens des petits granulés en dessous de mes doigts. Mais donc, du coup, tu le classerais quand même en dessous de la vue que tu as perdue, et tu penses avoir perdu quoi alors que tu aurais voulu retrouver, ou du moins les sensations visuelles, les choses que tu aimais voir, que tu aimais regarder, etc. Quand tu as perdu la vue? La première chose que j'aurais aimé voir ou revoir dans ma vie, ça serait le visage de mes parents. Ta maman qui t'a vu grandir, qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a fait grandir en tant qu'homme, ça c'est des choses que j'aurais aimé voir en premier. Vraiment. Et c'est quand alors la dernière fois que tu les as vus? J'avais 3 ans. Ah ouais? Ouais, à l'âge de mes 3 ans. Ouais. Donc, c'est assez flou dans ma tête. Bien sûr. Et justement, on va arriver à ce moment-là où tu vas pouvoir aussi me raconter c'est quoi l'handicap que tu as? Ça, comment t'expliquer? Même les médecins ne le savent pas. Et j'ai eu la rétinite pigmentaire. Les appellations, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, rétinite pigmentaire, maladie de Stargardt et DMLA. Tout ça pour dire que c'est des petits pigments qui viennent s'installer apparemment devant la rétine, qui m'empêchent de voir en face. Mais par contre, je vois sur les côtés. Voilà. Et tu vois normalement sur les côtés, ou il y a une non. Ouais, il y a une quantification qu'ils appellent moins d'1/20 aux 2 yeux. Voilà. Alors, à quoi ça correspond? Moi, je sais que l'exemple que je dis souvent, c'est vous avez 10 sur 10. Et imagine-toi juste un seul 10 de cet intérieur-là sur les 2 yeux. Donc, non, je vois flou, je vois pas les visages, je vois pas certaines couleurs. Ouais, il y a beaucoup de choses que je vois pas. Tu vois juste les formes au final? Je vois les formes, exactement. Je vois les ombres. Donc, c'est à peu près ça. Et quand c'est arrivé, alors c'est arrivé de manière progressive à partir du moment où tu avais 3 ans, tu disais? Ouais, à partir de l'âge de 3 ans et demi, apparemment, je disais à la maîtresse d'école, big up aux maîtresses d'ailleurs des écoles, je disais à la maîtresse d'école, madame, je vois pas le tableau. Et c'est de là où la première fois, apparemment, elle n'a pas trop fait attention. Mais à partir de la deuxième fois, elle a dit à ma mère, ça serait bien qu'il aille consulter quand même un ophtalmo pour voir comment ça se fait que, il voit pas ce qu'on lui montre. Donc là, à ce moment-là, on est parti chez l'ophtalmo.
Et c'est de là qu'il m'a diagnostiqué la maladie rétinite pigmentaire. Voilà. D'accord. Et justement, pour pouvoir l'insérer dans ta vie, là, maintenant, tu vas pouvoir nous raconter justement ta réalité, ton histoire. Parce que je vais te poser la fameuse question, Maher. Alors, c'est quoi ton histoire? Waouh. Bah écoute, mon histoire a démarré à l'âge de 3 ans et demi quand j'ai commencé à perdre la vue. J'ai des vagues souvenirs, hein, même là quand je t'en parle, j'ai un petit peu, tu sais, les espèces de flashbacks, ça s'appelle comme ça, tu sais, comme dans le cinéma, tu vois, où je me vois tout petit. Par contre, les derniers souvenirs que j'ai, c'est en CP. C'est bizarre. Mais en CP, je me vois sur la table en train de regarder des gros caractères et avec une lampe au-dessus. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais, ça, c'est un souvenir qui est là, dans mon cerveau. Et après, bah, j'ai plus aucun souvenir jusqu'au collège. Ouais. Jusqu'au collège. C'est comme si, en fait, mon cerveau a fait en sorte de pas garder peut-être tous ces souvenirs-là. Ouais. Tu vois. C'est bizarre à dire, hein. Ouais. Mais c'est comme un choc, peut-être que mon cerveau a eu, et qui a fait qu'il y a énormément de souvenirs que j'ai oubliés. Ouais. Ensuite, bah, j'ai été au collège. Et les souvenirs, excuse-moi, Ouais. et les souvenirs, du coup, aujourd'hui, que tu crées, tu les vois pas. Et comment ça reste imprégné alors dans ton esprit, dans ta tête? Est-ce que ce sont des souvenirs qui restent plus ou moins visuels avec l'imagination que tu peux créer derrière? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est noir mais que tu vois, t'entends, ou du moins tu entends les voix, les musiques autour, les bruits derrière? C'est ça, en fait, on prend tout ce qu'il y a autour, donc les voix, les musiques, les environnements, et c'est ce qui va créer ce souvenir-là à l'intérieur de notre mémoire. Tu pourras me dire, l'année dernière, je sais que je suis parti, tu sais, à un jardin des Lumières, qui était sur Paris, au parc de Vincennes. Ouais. Mais tu vois, là, la seule chose que j'ai comme souvenir, c'est plein de lumière. Mais par contre, je me rappelle de l'événement des drones. Tu vois, ils ont fait une animation avec des drones. Ouais. Donc, j'entends encore le bourdonnement, tu sais, des hélices des drones. Tu vois, mais c'est ça, en fait, qui me fait mon souvenir. Ouais. Bah, les choses que tu n'as jamais vues de ta vie, par exemple les drones, vu que tu viens d'en parler, parce que quand tu avais encore la vue, ça n'existait pas, ça, les drones. Non. Alors, comment tu arrives à les imaginer? Comment tu arrives à les visualiser? Eh ben, un jour, j'ai eu la chance de faire un salon, et c'est là où j'ai pu les toucher de mes mains. Donc, c'est là où j'ai compris qu'il y avait des hélices, tu vois, il avait des espèces de pieds pour atterrir, là où il y avait la batterie, là où il y avait la caméra. Et en touchant, c'est comme ça que tu arrives à te visualiser en 3D, même en fermant les yeux, l'objet en question. Et est-ce que ça t'arrive justement parce que c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal vu à une époque dans les films, où les aveugles ou les malvoyants touchaient le visage des gens pour essayer de les reconnaître, pour essayer de se créer une image justement de ces personnes? Eh ben, tu sais quoi, il y a peut-être 2-3 mois, c'était là en été. J'allais souvent dans une boulangerie où c'était une dame, une Ivoirienne, qui me servait mon sandwich à midi, tu vois, dans la pause du midi. Et elle me dit, mais toi, tu m'as jamais vu. J'ai dit non. Elle m'a dit, donne tes mains. Ah ouais? Elle m'a tenu mes mains et elle m'a fait toucher son visage pour que je comprenne comment son visage était. Ouais. Tu vois? Et ça a été un moment mais incroyable. Et elle a laissé la queue derrière nous. Ah ouais? Ouais. Elle s'en foutait. Non, elle, sa priorité, c'était de me faire toucher son visage pour que je comprenne qui elle était. Et c'est de là où je lui ai dit, mais t'es très belle, tu vois. Donc ça a été un très très beau moment. Ouais. Et toi, ça te procure quoi à ce moment-là, alors, comme sentiment, comme même visuel? Comment t'interprètes toutes ces informations qui arrivent? Parce qu'il y a cette dimension déjà profondément humaine, le fait qu'une personne autrui qui vienne te dire, bah viens, je te permets de me toucher le visage pour visualiser c'est fort, mon visage.
et ensuite il y a toute ton interprétation aussi derrière au niveau, je vais dire, palpable, tu vois. Comment ça se passe pour toi? Bah, après, moi, je fais pas trop de... Je sais pas comment t'expliquer. En fait, quand je vais toucher le visage de la personne, je vais savoir si c'est plutôt un visage rond ou un visage carré, tu vois. Mais je vais pas aller au-delà de ça. D'accord. Tu vois. Parce qu'on est quand même des humains. On a des boutons sur le visage. On a, il y en a, ils ont le nez plus gros que d'autres. Enfin, tu vois, plus épais. Je vais pas aller au-delà de tout ça. C'est juste, je vais juste voir, bon, si le visage est plutôt rond, etc. Mais je vais pas m'en faire une chose vraiment qui est dans l'absolu quelque chose d'important. Ouais. Tu vois. C'est plus qu'elle va dégager et vraiment ce qu'elle va me transmettre. Ouais. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que toucher le visage d'une personne, quoi. Ouais. Tu vois, savoir si elle a une grosse bouche, petite bouche, des grands yeux, des petits yeux. Enfin, on s'en fiche de ça, tu vois. Et toutes ces visualisations que tu crées, que ce soit pour les drones, le visage des gens, peu importe le casque devant toi que tu as pu mettre au début du podcast. Ensuite, quand tu les réimagines, est-ce que l'image reste? Ou même peut-être quand tu rêves, est-ce que quand tu rêves de ces moments avec les drones, par exemple, tu crées des images ou c'est quelque chose qui reste flou et assez vague? Mais tu sais que ça, c'est une très très bonne question parce que si par exemple, je vais te prendre l'image ce que j'ai vécu au parc, là, des lumières, c'était des drones en fait qui mettaient en scène apparemment, tu sais, en éléphants, en animaux. Ouais. Et ça, c'était ma compagne et mes enfants qui m'expliquaient ça. Qui décrivaient le truc. Okay. Ouais. Sauf que moi, j'ai déjà touché un éléphant. Ouais. Et tu vois, j'ai déjà touché un oiseau, etc. Ouais. Tu vois, avec mes mains. Donc, je sais à quoi ça ressemble. Ouais. Et bah, pour moi, dans ma tête, c'est comme si même là, tout de suite, je ferme les yeux, j'entends juste le bourdonnement des drones, ouais. Et je vois comme des petites lumières. Mais qui formerait en fait l'éléphant, par exemple. Tu vois. Ouais. Mais c'est tout. Je me transmets pas le drone en image, ouais. Parce que c'est quand même quelque chose de... Oui. C'est des détails que vous devez voir quand même, tu vois, chaque drone superposé, etc. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais nous, on l'a pas ça. Ouais, je vois totalement. Bon, en vrai, c'est fou quand même que tu arrives justement à visualiser ça de cette manière-là, parce que par exemple, si on regarde la télé, nous, ou même si tu es à des centaines de mètres de cet événement avec les lumières, les drones, etc., en fait, tu viens de décrire ce que certaines personnes, même voyantes, peuvent voir, tu vois. Bah, parce qu'ils me le transmettent. Ils me disent, ah bah tiens, regarde, le drone, ils sont en train de faire une girafe. J'ai déjà touché une girafe. Donc, dans ma tête, automatiquement, ça va imprimer la girafe, mais pas en drone. Juste avec des petits points lumineux. Tu vois. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Maintenant, si par exemple, ta fille ou tes enfants, si tu en as plusieurs, ou ta femme, comment tu arrives à l'imaginer quand tu lui parles? Est-ce que tu arrives à visualiser, pareil, son visage? Ou là, c'est des choses... quand ça touche à l'humain, quand c'est moins technique, c'est plus difficile. Ouais, bah en fait, je pense que t'as bien dit les choses. Quand ça touche à l'humain, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer. Ouais, clairement. Je sais que ma femme elle est super belle, tu vois. Mais c'est vrai que je l'ai jamais vue. Et j'aimerais bien la voir un jour, tu vois. Mes enfants aussi. Quand par exemple, je vais devant l'école, je reconnais pas mes enfants. C'est eux qui me reconnaissent et qui viennent à moi. Ouais. Tu vois la différence ou pas? Mais me les imaginer, non. Après, ce que je fais, et ce que je fais assez souvent, c'est que je les prends en photo et je zoome au max, tu vois, pour essayer de voir au moins une pupille, tu vois, un petit cil, quelque chose, tu vois, qui fait que... Mais après, de voir la personne,
c'est bien, mais c'est vrai que beaucoup de personnes s'arrêtent qu'à ça. Ouais. Tu vois, et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça allait être justement mes propos, c'est que justement, en ayant cet handicap, tu passes au-delà du physique, finalement. Qu'est-ce qui t'intéresse alors chez la personne? Chez toutes les personnes que je rencontre? Ouais. Quand tu dois te rapprocher de quelqu'un, etc., qu'est-ce qui va t'intéresser, tu vois? Bah, déjà, moi, vu que je vais ressentir son énergie et je ressens aussi sa vibe, tu vois. Il y a des gens, je sais pas pour toi, mais tu ressens cette énergie bonne ou mauvaise, tu vois, qu'elle dégage. Et en règle générale, ça match. Et quand on parle ensemble avec ces gens positifs, on a des très très bonnes discussions, et même eux, enfin, ils oublient complètement le handicap. Ouais, bien sûr. Ouais, non, clairement. Donc vraiment, après, c'est l'humain, c'est etc. Et même moi, tu vois, des fois, j'en joue. Je leur dis, désolé si j'ai mes yeux qui partent un petit peu vers le bas, surtout pour les dames. Ouais. Je dis, je regarde pas, tu vois. Mais elles en rigolent et elles disent, mais non, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Donc, c'est... Ouais. Et donc, tout à l'heure, tu disais effectivement que ensuite, après la partie collège, c'était... après la primaire, c'était... tu rentrais en collège. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au collège après? Bah, en fait, le collège, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans cette phase d'adolescence où il y a des gens qui n'ont aucun handicap vivent certaines choses. Ouais. Et que moi, je pouvais pas vivre. Donc, ça crée cette petite frustration. Mais pour autant, on m'a tellement transmis d'amour dans mon domicile avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Ce qui fait que forcément, je l'ai pas... J'ai eu cette crise, mais elle est passée assez rapidement. Ils m'ont fait comprendre. J'ai encore le souvenir de ma mère et de mon père qui m'emmenaient, parce que j'habitais à Mairie de Clichy, c'était sur la ligne 13, et qui m'emmenaient jusqu'à Montparnasse. Et qui me disaient, regarde mon fils, comme ça, toi, tu vas pouvoir y aller tout seul. Donc en fait, ils m'aidaient à être autonome, et ce qui fait que je ressentais un peu moins cette frustration d'être jeune, de pas pouvoir vivre X ou Y chose, tu vois. Ouais. Et j'ai encore ce souvenir, on montait sur la ligne 13 et de Mairie de Clichy jusqu'à Montparnasse, je sais plus, il y a combien de stations, mais il me les faisait compter, tu sais, sur mes doigts. Ouais. Tu sais, chaque carré de doigt, ça faisait une station, et si j'arrive à tel carré de tel doigt, je sais que je peux sortir ici. Parce qu'en plus, à l'époque, ça parlait pas. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être autonome, etc. Et plus j'arrivais vers l'âge de 16, 17 ans, etc., et que j'arrivais au lycée, et c'est là où j'ai commencé à être de plus en plus autonome, à sortir avec des amis qui voient, aller au café, tu vois. Et justement, il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec toi là, dans les propos que tu as. Le regard des gens, déjà primaire, collège, à ce niveau-là, comment ça se passe? Avant même que tu deviennes justement, que tu aies cette autonomie et que tu puisses te sentir un petit peu plus libre. Comment ça se passe, le regard des gens? Alors, je pourrais pas t'expliquer. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'âge de... Je crois que j'étais en CM2. Je suis rentré dans une école qui s'appelle l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. D'accord. L'INJA. Et c'est une école qui a été adaptée pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc en fait, on était au sein de l'établissement et on faisait nos cours à l'intérieur avec des personnes qui étaient comme nous. Donc on côtoyait des jeunes enfants comme nous, etc. Tu vois. Donc on était dans un cocon, donc l'environnement qui était à l'extérieur de ce cocon-là, on ne le voyait pas. Tu vois. On le voyait qu'à travers les smartphones quand ils sont sortis en 2007. Ou quand tu sors dans la rue avec tes parents. Mais sinon, j'étais vraiment... j'ai fait de ma CM2 là-bas jusqu'à ma 5e, je crois. Ouais. Et là, par contre, après, je suis parti dans une école dite voyante, entre guillemets, mais c'était juste un collège classique. Et là, à ce moment-là, j'ai dû... j'ai dû
peut-être pas m'imposer, mais apprendre à être beaucoup plus sûr de moi. Donc j'ai passé ma 4e et ma 3e, et après le lycée, dans une scolarité totalement normale. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à avoir cet état d'esprit où tu comprennes qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu devais être plus sûr de toi? C'est instinctif. C'est fou, hein, mais c'est inexplicable, c'est instinctif. C'est comme si tu lâchais un loup dans une forêt. Ouais. Tu vois, il sera obligé de se débrouiller. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Donc vraiment un sentiment inexplicable. Et comment j'ai fait? Bah, j'imagine comme d'autres personnes, j'ai essayé d'avoir des amis, tu vois, de me rapprocher des gens qui avaient entre guillemets un état d'esprit plus sain, tu vois, grâce à leur énergie que tu vois, que je comprenais pas peut-être en étant jeune, mais c'était instinctif. Et ce qui fait que j'ai été entouré de personnes qui sont amies et chères à mes yeux jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, avec l'évolution qui a eu entre, comme tu dis, primaire, collège, lycée, et un petit peu après où tu as eu justement toute cette autonomie, comment tu pallies à cette absence de vue? Comment tu t'adaptes tout ton environnement, tout ton écosystème autour pour que tu puisses quand même avoir une vie que les gens pourraient qualifier de normale? Si je te dis tout ici, ils sauront tout. Hein. C'est ça le problème, tu vois. Tu vois. Donc, il faut laisser cette petite part de mystère. Mais non, mais sans rigoler, tu sais, des fois, juste en sortant de chez moi pour aller jusqu'à la boulangerie, j'ai déjà entendu des gens, non mais lui, il ment, il voit. Tu vois. Bon, maintenant, ça me fait plus rien. Mais en fait, ces gens-là, ils ont pas compris qu'on arrive à avoir un espèce de repère que eux n'ont pas. Tu vois, par exemple, quand je rentre chez moi, je sais que c'est une allée piétonne. Je sais qu'à droite, il y a des arbres et à gauche aussi. Bizarrement, je saurais pas comment te l'expliquer, mais ces arbres à droite, je les ressens. Jusqu'à arriver à un arbre, un gros, où là, je ressens lui sa présence. Je saurais pas comment t'expliquer. Tu vois? Je ressens sa présence et je sais que là, à ce moment-là, il va falloir que je tourne à droite pour rentrer dans mon bâtiment. Tu vois, c'est fou, hein. Ouais. Mais je saurais pas te l'expliquer comment. C'est peut-être, enfin, cet arbre-là dégage cette énergie. Tu vois? Mais c'est inexplicable. Il y a d'autres sens qui se développent à la... Ouais, totalement. Ouais. Quand tu sors dans la rue, moi, des fois, je sais pas il est où le passage piéton. Mais juste en entendant un camion freiner et entendre des bruits de pas qui traversent, bah, tu sais que c'est vers là. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Mais si tu l'expliques à quelqu'un, il va te dire, mais non, tu mens, tu le vois, le passage piéton. C'est pour ça que tu t'es dirigé vers. Mais non, en fait. Tu vois? Ouais. C'est juste que j'ai essayé de faire attention à mon environnement et au sens de ce que je peux ressentir comme énergie qui se dégage. Là, à ce moment-là, bah, je sais où telle ou telle chose. Ouais. Et maintenant, en 2025, on a la nouvelle techno, ChatGPT. Hein? Comment tu l'utilises alors dans ton cas? Alors, moi, je le mets en mode discussion. Ouais. Et ensuite, tu sais, tu as la caméra que tu peux activer. Donc là, à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait pour venir jusqu'au podcast. Hein. D'accord. Et lui, il m'a donné l'itinéraire et je lui ai dit, est-ce qu'il y a un passage piéton où je peux traverser? Il me dit oui, dans 20 mètres. Je calcule 20 pas. À gauche, je sais qu'il y a un passage piéton. Jusqu'à la porte, tu vois, du podcast. Ah ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est la caméra et lui, il voit, tu vois, à travers cette caméra et à chaque fois, je lui repose la question. Ça te fait ton guide à portée de main, quoi. Exactement. Tout dans ta poche. Ouais. Et apparemment, il y a une autre aussi application qui vient de sortir là, il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Lumi AI. AI, et qui là, apparemment, aide vraiment les personnes en situation de handicap visuel à travers, la caméra, mais je l'ai pas encore vraiment testé. Ouais. Et là, une fois que tu passes le collège, le lycée, tu empruntes un nouveau chemin, je suppose. Tu vas vers le chemin adulte, un nouvel environnement, un nouvel écosystème. Comment tu l'appréhendes? À l'âge de mes 20 ans, dès que j'ai eu mon baccalauréat,
j'ai voulu grandir en autonomie. Parce que j'ai tellement grandi avec de l'amour de mes parents, de mes frères et sœurs, et ils nous aidaient, tout, que je me suis dit un jour ou l'autre, je vais être perdu si je n'ai pas cet amour. Parce que on peut rencontrer une personne, mais elle va pas te transmettre le même amour que tu as eu en étant jeune, tu vois. Et pour pallier à ce manque-là, j'ai été plutôt radical sans réfléchir. J'ai mis un sac à dos dans mon dos et je suis parti à l'aventure. Ah ouais. Clairement. Donc j'ai commencé à m'inscrire pour faire ma formation pour être kinésithérapeute à l'école Lyon 2, je crois, à Lyon. Ouais. Donc là, à ce moment-là, je leur ai dit comment je vais faire, parce que moi j'habite à Paris, il faut me trouver un logement. Donc ils m'ont trouvé une chambre étudiant. De là, j'ai commencé à me débrouiller, j'ai essayé de chercher un appart, tu vois. Et petit à petit, en fait, j'ai toujours fait pour essayer de me surpasser, en fait. De là, j'ai rencontré aussi un ami à l'époque à Lyon. Il avait personne en France. Je lui ai dit, ça te tente, on va sur Marseille. C'était à 1h40 à l'époque en TGV. Donc je lui ai dit, ça te tente, on va aller à Marseille, on va essayer de voir si on se trouve pas un appart. Il me dit, mais tu connais quelqu'un? Je lui dis, non. Et toi? Il me dit, non. Tu vois, lui, dans sa tête, il se dit, putain, je vais y aller avec un handicapé. Comment on va faire, tu vois? J'ai dit, tu vas voir, on va se débrouiller. On est parti, on est rentré dans une pizzeria, on lui a posé la question, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui louerait un petit studio temporairement, tu vois? Et là, il a appelé quelqu'un, il nous a trouvé un studio, on n'était pas très loin du Vieux-Port, et on est resté quand même 6 mois là-bas. Et lui, il a trouvé du travail, etc. Enfin, tu vois? J'ai vraiment fait en sorte de me surpasser dans tout. Tu vois, même dans l'administration, je savais pas faire les papiers, je les lisais pas. On a cette chance, on est en France, on a des assistantes sociales, on cherche sur Internet, on trouve laquelle la plus proche, on y va. Tu vois, on fait nos papiers là-bas. Toute ma vie, ça a été comme ça. Essayer de me débrouiller à partir de l'âge de mes 20 ans. Peu importe ce qui se passe, je voulais juste pas me reposer sur mes lauriers et me dire, voilà, j'ai ma maman et j'ai mon papa qui sont derrière et qui, eux, peuvent m'aider. Non, il faut foncer. Il faut foncer. Et souvent, il y a cette phrase qui revient beaucoup, c'est l'ascenseur émotionnel, ou encore, j'aime bien Full Metal Alchemist avec le principe de l'échange équivalent. C'est, tu perds quelque chose pour en gagner un autre, ou tu gagnes quelque chose pour en perdre un autre. Est-ce que toi, tu as senti que tu avais quand même gagné quelque chose à côté, où il y a des victoires ou des gains que tu as fait après avoir perdu la vue? Tu sais, la première victoire que j'ai eue dans ma vie, ça a été d'être autonome, de pas dépendre de quelqu'un. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Tu vois, je suis parti à Marseille, je l'ai fait. Je suis parti à Cannes, je l'ai fait. Je me rappelle encore, c'était la place Stanislas. Je suis parti à Tours, je l'ai fait. J'ai fondé aussi, j'ai essayé de créer un business aussi en 2013. Je l'ai fait. Tu vois? Ce qui fait que, en fait, pour moi, c'est ça la réussite. C'est de te dire, demain, je veux faire ça. J'ai pas les moyens financiers, mais je le fais. Et qu'est-ce qui te pousse, toi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te drive? Ah ouais, ça, c'est la question de ma vie. Hein. Qu'est-ce qui me drive? C'est tout. C'est ça qui est... C'est d'apprendre tout, tu vois. Regarde, je vais t'expliquer une situation. Je devais faire... mince, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Il y a une journée pour les personnes en situation de handicap qui rentrent en insertion dans une société. Le 24 novembre. Ça s'appelle le JOD. Alors, on devait me chercher à la réception. On est venu me chercher. OK. Il s'avère que moi, j'ai quelqu'un de la famille, c'est mon beau-frère qui travaille dans cette société. Donc, la personne de l'accueil, on fait mon badge, etc. Je monte avec elle dans l'ascenseur.
Je l'ai pas entendu parce que je t'avais dit que j'étais un petit peu sourd ou pas. Ouais, Bah, je l'ai pas entendu. On était au moins une vingtaine. Elle est partie devant. Donc, ce qui fait que moi, je suis resté dans l'ascenseur avec une autre personne. Cette personne s'avérait que c'était la secrétaire du grand patron. Ouais. Donc, ce qui fait que je monte avec elle jusqu'au 55e étage pour aller voir le patron. Et je me retrouve à boire un café avec le patron, à rigoler, tu vois. Non, mais tu vois ou pas jusqu'à où ça te mène. Et là, je m'assois, on rigole, et il me dit, ouais, t'es là pourquoi? Je lui dis, je suis là pour le duo D. Ma petite dit, trop bien et tout. J'espère que ça va te plaire. Je dis, merci beaucoup. Je vois que je suis vraiment tout là-haut et tout, tu vois. Et là, t'as la secrétaire, elle vient, elle lui dit, monsieur, est-ce que vous voulez rentrer en hélicoptère ou, tu vois? Non, mais tu vois où ça te mène, en fait, tu vois, certaines situations comme ça improbables. Et donc, je redescends, j'appelle mon beau-frère, je lui dis, mais tu sais que j'étais avec ton patron. Il me dit, quoi? Jamais personne n'est monté là-haut et toi t'es monté. Je dis, je sais pas, c'est comme ça. Ouais. Tu vois, ma vie, elle est faite ainsi. Elle est faite d'improbabilités, de circonstances, des très très belles circonstances, des magnifiques rencontres et comment t'expliquer que il y a rien qui peut remplacer ça. Hein. Clairement, tu peux avoir des milliards et être perché dans ta tour d'ivoire et ne pas voir le monde. Tu vois. Donc moi, ça serait ça. Comment s'est déroulée ton insertion? Parce que au niveau professionnel, au niveau humain, social, etc., tu as pu effectivement te développer. Mais au niveau professionnel, pour t'insérer professionnellement, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, tu fais de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe? Mais comment t'es vu? C'est une galère monstre. En termes d'entrepreneuriat, un handicapé, peu importe son handicap, s'il n'est pas dans le rang, il ne sera pas inséré. Moi, pour le travail, j'ai tout fait pour en avoir. Ok. Sauf que les travails qui m'ont accepté, entre guillemets, c'était des personnes humaines, mais c'était un travail ponctuel. Tu vois, par exemple, ça va te paraître fou, mais j'ai déjà fait, par exemple, du déménagement. Tu vois, comment une personne en situation de handicap qui voit pas peut porter un canapé. Tu vois, dans des escaliers, on doit tourner. Et je t'assure qu'on l'a fait. Mais c'était ponctuel. C'était pas un travail, un CDI, comme tout le monde. Tu rentres le matin, tu ressors le soir. Alors, on a des métiers qui sont faits pour nous. Donc, tu sais, tout ce qui est touche au phoning. Tu sais, les appels téléphoniques, les prospecteurs, les vendeurs, etc. T'as les kinésithérapeutes. À l'époque, il y avait ceux qui réparaient les vélos, les pianos, etc. Mais personnellement, je voulais pas rentrer dans cette case. Dans aucune de ces cases. Et pourtant, être kinésithérapeute, c'est un super bon métier. Vraiment. Tu vois, ils apportent quelque chose à l'humain. C'est fort, ce qu'ils font. Mais me demande pas pourquoi moi, je voulais pas rentrer dans cette case-là. Tu vois, parce que automatiquement, t'es aveugle ou t'es déficient visuel, t'es kiné. Tu vois ou pas? Totalement. Non, je suis pas kiné. Donc maintenant, en fait, je suis fier de dire que je suis entrepreneur. C'est une fierté pour moi. C'est rare où j'en vois des personnes en situation de handicap visuel, je dis bien visuel pour moi, en étant entrepreneur. Et donc pour moi, c'est une fierté. Totale. Et aujourd'hui, en plus, dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel tu baignes, tu fais pas mal de rencontres. Énormément. Et est-ce que tu vois une différence de comportement? Peut-être que tu perçois, tu vois des choses, peut-être que tu tends plus l'oreille, tu es plus à l'écoute que d'autres par rapport à ceux qui voient justement dans cet écosystème-là. Ouais, je le vois. Je le vois. Mais ce qui me touche le plus, entre guillemets, c'est quand ils voient que moi, avec ma canne, j'avance vers eux et je démarche mon produit. Tu vois? Et là, ils se disent, ah ouais, le mec, il est en place, quoi, tu vois? Il est avec sa canne, il voit pas, mais il a créé une app. Tu vois, limite, ça dépasse l'entendement, tu vois? Alors que non. On est certes handicapé, mais on a des capacités et on va vous le prouver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à continuer, toi, dans ce domaine?
Dans l'entrepreneuriat, Ouais. bah écoute, ça fait pas très longtemps que j'y suis. C'est depuis avril 2000. On est en quelle année là? 2025. Ouais. En avril 2025. Donc ça fait quoi? Ça fait 6-8 mois, on va dire, entre guillemets, que je suis dedans. Ouais. Et plus j'avance et plus j'apprends des choses, plus je fais évoluer mon application. Là, par exemple, avec mon développeur, on est en train de parler de comment changer aussi le design de l'app. Ce qui fait qu'en fait, t'évolues et tu apprends encore plus à faire évoluer ton business. Ouais. Et même demain, c'est une plus-value de venir devant les food truckers et leur dire, hey, les gars, regardez, c'est une superbe application, elle est là pour vous, quoi. Ouais. Tu vois, c'est totalement fait pour vous et pour nous. Tu vois, c'est les restaurateurs oubliés. Bah, nous, on a été souvent oubliés par la société. Tu vois. Ouais. Et justement, quelles sont, selon toi, les plus grandes incompréhensions que la société, que la population peut avoir face aux personnes en situation de handicap au niveau visuel? En gros, qu'est-ce qu'ils craignent, quoi, c'est ça? Ouais. Quels sont leurs préjugés, quels sont leurs états d'esprit face à vous? Tout le monde a des préjugés. On peut pas leur en vouloir. Après, c'est à eux et à nous de montrer cette petite étoile différente. Tu vois? Dire que eux, écoutez, arrêtez ces préjugés envers les personnes handicapées. Oui, c'est vrai, il y a des contraintes. Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça, c'est vrai. Parce que c'est la réalité. Mais c'est aussi à nous de leur dire, écoutez, on est fiable à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, je sais pas, un prospecteur. On n'a peut-être pas la vue, mais on a peut-être la tchatch. Ouais. Tu vois? Donc, à mettre en avant aussi nos atouts. Et je pense qu'ensemble, on peut changer beaucoup de choses. Que ce soit de notre côté, à nous, les personnes handicapées, peu importe le handicap, et les personnes qui sont en face de nous, à essayer de se dire, OK, bon, c'est bon, on voit qu'il a un handicap, mais on va quand même le prendre parce que peut-être que ça va être un atout sur tel ou tel domaine. Tu vois? Ouais. Et je pense que s'il y a ce travail qui est peut-être long à faire, mais il est en train de se construire. À travers moi, à travers aussi le président de mon association, Vincent Julet, qui veut devenir maire, par exemple, de la ville, et il est en situation de handicap visuel. Tu vois, c'est en fait faire bouger un petit peu ces stéréotypes, ces petits préjugés. Ouais. Je pense que c'est grâce à ce chemin-là qu'on réussira. Ouais. Des deux côtés, ouais. Ouais. Quels sont les gestes simples, selon toi, aujourd'hui, que la population, les gens que tu croises, les gens que les malvoyants, les aveugles peuvent croiser, qui permettraient une meilleure compréhension les uns des autres, une meilleure cohabitation, peut-être une meilleure coalition? La première chose, je dirais l'échange. Déjà, juste un bonjour, c'est déjà énorme. Déjà. Pourquoi je te dis ça? C'est surtout par rapport au quartier où j'habite là en ce moment. J'ai énormément de bonjours qui viennent de personnes qui me croisent et même des jeunes enfants à qui j'avais fait des interventions dans la ville. Déjà, juste ce bonjour est rassurant. Ouais. Envers toute personne. Hein. Même, je pense que ceux qui n'ont aucun handicap, quand tu les croises dans la rue, tu leur dis bonjour, tu vois, ça déclenche un petit sourire, un petit regard, tu vois. Et nous, déjà, c'est rassurant. On sait que les gens nous connaissent et on sait que si demain, par exemple, je sais pas, je me trompe sur l'itinéraire dans mon trottoir et que je vais rentrer dans un poteau, je sais qu'il y a une personne bienveillante qui va venir et qui va, tu vois. Ouais. Donc ouais, l'échange. Clairement l'échange. Ouais.
Justement, tu parles de poteaux. Quels sont les accidents, toi, qui te sont arrivés liés justement à cet handicap? Les poteaux, les bancs. Ah là, j'ai de quoi me plaindre à Anne Hidalgo, là. Ah là, j'ai de quoi me plaindre envers elle. Non, mais attends, tu sais, les petits poteaux, mais vraiment tout petits qui t'arrivent au genou. Ceux-là, des fois, même avec la canne, ça passe à travers. Et tu te le prends au niveau du tibia. Combien de fois je rentre, je suis en sang. Sur mes tibias, parce que tu prends ce genre de choses-là. Par exemple, les passages piétons où, tu sais, il y a les signalisations pour les personnes handicapées, qui est vraiment bien effacée. Ça, c'est très dangereux. Les bouches de métro ou les grilles d'aération, je sais pas comment on peut appeler ça. Des fois, alors, vous, je pense que vous vous rendez pas compte, mais nous, on s'en rend vraiment compte. Des fois, ils sont bancals, tu vois. Et vraiment, ça apporte cette crainte, tu vois, de se dire, est-ce que ça tient ce truc ou tu vois. Donc, ce genre de choses. Mais j'en parlerai un jour à quelqu'un de haut placé, tu vois. Je vais faire venir Anne Hidalgo là-dedans, dans ce podcast. T'imagines? Non, mais simplement lui envoyer l'épisode, cet extrait là. Non, mais c'est vrai que bon, si on peut tous travailler à faire évoluer l'accessibilité, moi je suis là. Je suis là. Notre association est là. On sait de quoi on parle, quoi. Et justement, l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu sors, on en a parlé tout à l'heure, mais quelles sont justement les choses qui t'apaisent, toi, à l'extérieur? J'adore les parcs. Ça m'apaise. J'adore aussi être dans les cafés du coin. Ce sont des gens qui t'accueillent, mais magnifiquement bien, tu vois. Bon. Y a des gens, ils vont te dire, c'est normal, tu le payes. Non, mais au-delà de ça, tu payes que 2,70 € pour boire un café ou 2,50 €. Mais au-delà de ça, il te dit, monsieur, alors, ça va, tu vas bien, ça se passe bien ta journée, tu veux plus un environnement pour travailler ou tu veux te mettre dans un petit coin pour fumer, etc., tu vois. Donc, tout cet environnement-là, moi, je le trouve apaisant. Les commerçants du coin. Ce matin, j'emmène ma fille à une association pour qu'elle prenne des cours. T'as les commerçants du coin qui me reconnaissent avec ma canne et qui disent « Ah, comment tu vas? Salut, ça va, tu vas bien ?» Tiens, ça, c'est rassurant. Et c'est super beau, en fait, au final. De te dire qu'aussi les commerçants sont là, te voient. Si t'as besoin, ils sont là. Tu vois. Donc, franchement, c'est tout cet environnement-là qui m'apaise, moi. Et justement, tu parlais aussi tout à l'heure de tes petites victoires, de tes victoires, de tes réussites, de ton lien, de ta relation avec la réussite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend fier vis-à-vis de ton parcours, vis-à-vis de ton état, de ce que tu as pu accomplir? Comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a rendu fier, vraiment, c'est de me voir que j'essaye d'être le plus autonome, tu vois, dans ma vie. Bon, je te le dis comme ça, mais j'ai beaucoup besoin de personnes, tu vois. Mais malgré tout, de moins en moins, tu vois. Et là, en ce moment, ce qui me rend fier, c'est de montrer aux gens que, ok, je suis handicapé, ok, j'ai certains handicaps, mais que malgré tout, j'y arrive, ou du moins j'essaye d'y arriver, et que j'y arriverai, tu vois. Donc, si vous voulez m'apporter cette aide, avec un grand plaisir, mais si vous voulez pas m'apporter cette aide-là, je vais réussir quand même sans vous, tu vois ou pas. Donc c'est ça ma fierté. C'est je suis fier de qui je suis fier de qui je rencontre, parce que malgré tout, je rencontre des gens mais extraordinaires. Il y a des gens même dans la rue que je vais passer un moment parce qu'ils vont me guider jusqu'à la station de métro ou quoi que ce soit. Mais ces gens-là te dégagent une énergie, t'expliquent leur vie. Des fois, ils se confient à toi. Tu vois, c'est fort. Hein.
Le Uber aussi, les gens des Uber, quand tu prends un Uber aussi, des fois, même eux comprennent pas comment ils font pour se confier à toi. Tout ça, c'est plein de petits morceaux qui me rendent fier, tout simplement. Ouais. Et est-ce que tu arrives à identifier un moment dans ta vie passée où tu aurais eu besoin de l'adulte que tu es aujourd'hui? Ouais. Mais non. Ouais, mais non. Tu sais pourquoi ouais, mais non? Dis-moi. Oui, j'aurais peut-être eu besoin de l'adulte. Attends, ça me fait penser à un film, ça. Non? Il y a un film où tu sais, le mec il fait retour dans le futur ou dans le passé et il se revoit en étant jeune, tu vois. Ouais. Et ouais, tu sais quoi, finalement, je te dirais non. Je te dirais non parce que j'ai eu un grand monsieur qui était mon père, paix à son âme, et qui m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, en tant qu'homme, en tant qu'adulte. Donc pour moi, ça, c'est ma fierté numéro 1, mais non, j'aurais pas besoin d'un mec comme moi à l'âge de mes 15, 16, 17 ans, 18 ans. Ouais. Non, au contraire, je suis fier de ce que j'ai parcouru, je suis fier de m'être cassé la gueule, j'ai dormi dehors pendant 1 mois, tu vois, je suis fier de ce parcours-là, même s'il est pas si joli que ça. Mais c'est ce qui m'a forgé, c'est ce que je suis là aujourd'hui, devant toi. Et si tu penses que ce Maher de 15, 16 ans, 17 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? Je veux devenir comme lui. Incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, si tu pouvais passer un message, justement, avec ce micro qu'on utilise depuis tout à l'heure, ce que tu dis là était entendu par toute la Terre, par ceux qui ont la vue, mais aussi par ceux qui ne l'ont pas, et par ceux peut-être qui vont la perdre à un moment donné, quel serait le message que tu délivrerais? Je leur dirais, arrêtez de vous mettre des barrières et surpassez-vous. Pour n'importe quelle personne. Autour de moi, je vois trop de personnes qui se mettent des barrières, qu'ils ont la vue, qu'ils ne l'ont pas, peu importe. Ils se mettent trop des barrières et d'un côté, ça m'insupporte d'un côté. Tu vois? T'as la vue, t'as une voiture, t'as ci, t'as ça. Je connais, là, j'ai quelqu'un dans ma tête, mais qui veut pas se surpasser. Dépasse-toi. Parce que je sais qu'est-ce qu'il vaut. Tu vois? Je sais qui il est, je le côtoie depuis des années. Il a des capacités monstres. Mais l'humain a peur de se surpasser. Moi, c'est ce que je dirais. Surpassez-vous. Si tu pouvais passer le micro maintenant à quelqu'un, tu passerais le micro à qui? Là, tout de suite, je pense que je l'aurais passé à mon défunt père. Ouais. Tu penses que ton défunt père, il te dirait quoi? Il te dirait quoi à l'homme qu'il a participé à construire? Comme il me l'a toujours dit, je suis fier de toi, Maher. Merci. Il me l'a toujours dit. Et c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui ou c'est une mission que tu as voulu aussi honorer quand tu as honoré aujourd'hui pour bâtir l'homme que tu es? Je saurais pas te répondre à cette question. Consciemment ou inconsciemment, on sait pas. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut avancer. Ouais. C'est clair. Merci beaucoup, Maher. Merci à toi, en tout cas. Merci pour cet échange hyper enrichissant. Et enlevant le voile sur pas mal de questions que le grand public peut se poser, que les réflexions que toute personne, et même moi, pouvions nous poser. Et grâce à ton histoire, grâce à ton parcours aussi et à tes mots, on a peut-être pu avoir justement ces réponses sur certaines de ces questions.
Merci. Eh ben, merci à toi surtout et éclatez-vous. Tout le monde, éclatez-vous. Bah ouais, il faut s'amuser. Mais oui. Ah, c'est ça qui est. Amusez-vous dans tout ce que vous entreprenez. Éclatez-vous. N'ayez pas peur. Ouais. Tu vois, c'est ça le message. Ouais. C'est fort. Ouais. On passe Éclatez-vous. sur le clap de la fin. Vas-y, ok. 1, 2, 3. Magnifique.